Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on plonge dans un chapitre vraiment essentiel de votre programme d'enseignement scientifique de terminale, la biodiversité et son évolution. Notre but, il est simple, vous donner toutes les clés pour comprendre la richesse incroyable du monde vivant, voir à quel point elle est fragile et surtout comment la science nous aide à la protéger. C'est un sujet qui est crucial, pas seulement pour le bac, mais pour être un citoyen qui comprend le monde qui l'entoure. Pour commencer, je veux que vous regardiez bien ce graphique. Il vient du rapport Planète Vivante du WWF et c'est un choc, vraiment. C'est notre point de départ. Il nous montre comment la taille des populations de vertébrés, c'est-à-dire les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens, a évolué depuis 1970. La tendance, elle est limpide et elle donne le vertige, ça s'effondre et vite. Moins 69%. Voilà, retenez bien ce chiffre, c'est peut-être le plus important de cette introduction. Ça représente la baisse moyenne de la taille des populations animales qui ont été suivies entre 1970 et 2018. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, en moins de 50 ans, on a perdu plus des 2 tiers de ces populations. C'est tout simplement colossal. Alors, face à ce constat qui est quand même super alarmant, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que la science peut nous aider à comprendre ce qui se passe et surtout à agir. Ça, c'est la problématique de notre cours. Pour y répondre, on va suivre un parcours logique en 3 temps. D'abord, on va voir comment on arrive à mesurer la biodiversité. Ensuite, on va explorer les mécanismes de l'évolution qui la modifient en permanence. Et enfin, on verra comment cette connaissance nous permet concrètement d'agir pour la protéger. Première partie donc, mesurer pour comprendre. La logique, elle est simple. Pour protéger quelque chose, il faut d'abord le connaître. Mais comment on fait pour faire l'inventaire du vivant sur une planète qui abrite des millions d'espèces, dont une bonne partie nous est encore totalement inconnue? C'est tout le défi des scientifiques. Prenons un exemple qui est devenu emblématique, l'expédition Tara Océan. Pendant des années, ce bateau, cette golette, a sillonné les mers du globe pour étudier le plancton. On parle ici d'un monde complètement microscopique, mais qui est à la base de toutes les chaînes alimentaires marines, et qui joue un rôle absolument capital dans la régulation de notre climat. C'est une véritable exploration du XXIe siècle à la recherche d'une biodiversité totalement invisible à l'œil nu. Mais alors comment on fait pour analyser les milliers de micro-organismes qui se trouvent dans une simple goutte d'eau? Eh bien avec une technique qui a tout révolutionné, le méta-barcoding ADN. Imaginez une sorte de code-barre, mais pour les espèces, un code-barre génétique. Le principe, en gros, se fait en 3 étapes. 1, on prend un échantillon d'eau et on en extrait tout l'ADN qu'il y a dedans. 2, on va séquencer un gène bien précis, un gène marqueur qui est différent pour chaque espèce. Et 3, on compare toutes ces séquences à des gigantesques banques de données mondiales. C'est une méthode ultra puissante qui permet de dresser très très vite la liste de toutes les espèces présentes dans un milieu. Et grâce à ces techniques, on obtient 2 indicateurs clés, 2 notions que vous devez absolument maîtriser. D'un côté, il y a la richesse spécifique. Ça, c'est simple, c'est le nombre total d'espèces différentes qu'on trouve. De l'autre, on a l'abondance relative. Là, c'est la proportion de chaque espèce. Et attention, ce n'est pas du tout la même chose. Une forêt peut avoir 100 espèces d'arbres, donc une grande richesse, mais si 99% de ces arbres sont des pins, l'abondance, elle, est très déséquilibrée. Il faut donc toujours analyser ces 2 mesures ensemble pour avoir un bon diagnostic de la santé d'un écosystème. Allez, on attaque notre deuxième partie. Maintenant qu'on sait comment on mesure la biodiversité, on va essayer de comprendre pourquoi elle change, pourquoi elle évolue. Et pour ça, on doit changer d'échelle et plonger au cœur de la génétique des populations. Pour comprendre ce qui fait bouger les lignes, les scientifiques ont besoin d'un point de référence, d'un modèle de comparaison. Et ce modèle, c'est le modèle de Hardy-Weinberg. Imaginez une population parfaite, purement théorique, où rien ne bouge, où il n'y a aucune évolution. Dans ce cas-là, la fréquence des allèles resterait parfaitement stable de génération en génération. L'intérêt de ce truc, c'est qu'en comparant une population réelle à ce modèle idéal, si on voit que les fréquences, elles, changent, alors on sait que l'évolution est en marche. Et on peut commencer à chercher quelles forces en sont responsables. Mais attention, pour que cette stabilité parfaite existe, les conditions à réunir sont hyper strictes et en fait complètement irréalistes. Regardez, il faudrait une population de taille infinie, pas de migration, aucune mutation, une reproduction totalement au hasard et surtout aucune sélection naturelle. Autrement dit, ces conditions ne sont tout simplement jamais réunies tout ensemble dans la nature. La conclusion, elle est donc simple mais fondamentale. L'équilibre, c'est l'exception théorique, l'évolution, c'est la règle dans le monde réel. La première de ces grandes forces qui font évoluer les populations, la plus connue, c'est bien sûr la sélection naturelle. Prenons l'exemple ultra classique de la drosophile, la petite mouche du vinaigre. L'allèle VJ- lui donne des ailes toutes petites, vestigiales.
Dans la nature, c'est un énorme handicap pour voler, trouver à manger ou échapper à un prédateur. Le résultat est logique, les individus qui portent cet allèle ont moins de descendants. Et donc, au fil des générations, l'allèle VJ- devient de plus en plus rare. C'est l'environnement qui, en quelque sorte, prie et sélectionne les allèles les plus avantageux. L'autre grande force qu'il ne faut surtout pas confondre avec la sélection, c'est la dérive génétique. Et là, le mot-clé, c'est le hasard. Imaginez une toute petite population. Par pure malchance, un incendie, une épidémie, seuls quelques individus qui, par hasard, portent un allèle rare survivent et se reproduisent. Eh bien, la fréquence de cet allèle va exploser dans la génération suivante, pas parce qu'il est meilleur, mais juste par hasard. C'est une sorte de loterie génétique. Et retenez bien ça, son effet est maximal, il est démultiplié dans les petites populations. Et justement, cette notion de petite population, elle est absolument cruciale pour notre troisième et dernière partie. On va voir maintenant comment nos activités, les activités humaines, deviennent une force évolutive majeure, précisément en créant ces petites populations isolées et donc en accélérant les mécanismes qu'on vient décrire. Ce phénomène, ça porte un nom, la fragmentation des habitats. Regardez le schéma, c'est limpide. Avant, on a un grand habitat continu. On construit une route et hop, on coupe l'écosystème en deux. Une grande population se retrouve divisée en deux petites populations qui ne peuvent plus échanger leurs gènes. Et là, normalement, ça doit faire tilt dans votre pète. Dans ces petites populations isolées, la dérive génétique devient surpuissante et elle peut entraîner une perte très rapide de diversité génétique. C'est une conséquence directe et quasi mécanique de nos aménagements. Et cette fragmentation, ça fait partie de la cause numéro 1 du déclin de la biodiversité. Ce graphique le montre sans aucune ambiguïté. La principale cause, pour plus de la moitié des cas, c'est la dégradation et la perte de l'habitat. Juste derrière, on a la surexploitation, c'est-à-dire la surpêche, la déforestation, le braconnage. Le changement climatique, même s'il semble moins impactant ici, est une menace qui ne cesse de grandir et qui en plus vient aggraver toutes les autres. Bon, le constat est sévère, c'est vrai. Mais attention, il ne faut surtout pas tomber dans le fatalisme. Parce que la science qui nous permet de faire ce diagnostic, c'est aussi elle qui nous donne les clés pour agir. Alors pour finir sur une note plus positive, une note d'espoir et d'action, prenons un exemple concret de réussite. La belle histoire du castor d'Europe. Le castor, c'est un animal juste fascinant. C'est ce qu'on appelle une espèce ingénieure, un ingénieur des écosystèmes. En construisant ses barrages, il ne fait pas que se bâtir une maison, non, il redessine complètement son environnement. Il crée des zones humides qui deviennent des habitats pour une multitude d'autres espèces, des insectes, des amphibiens, des poissons, des oiseaux. Son action enrichit toute la biodiversité locale. Et pourtant, à cause de la chasse et de la destruction des cours d'eau, il avait quasiment disparu de France au début du XXe siècle. Et puis, la science a parlé. En comprenant son rôle écologique vital et les raisons de sa disparition, on a pu mettre en place des actions. D'abord, on l'a protégé par la loi, de manière très stricte. Puis, on a lancé des programmes de réintroduction. Et regardez le résultat sur cette carte. D'une petite poignée d'individus qui survivaient dans la vallée du Rhône, la population est passée à plus de 14 000 aujourd'hui. C'est la preuve vivante que lorsque la connaissance scientifique guide l'action politique et citoyenne, eh bien la conservation peut être une réussite spectaculaire. Voilà, on a fait le tour. Pour conclure, faisons une petite synthèse rapide. Voici les 5 points clés que vous devez absolument retenir de ce cours, surtout en vue du bac. Premièrement, on mesure la biodiversité avec 2 grands indicateurs, la richesse spécifique et l'abondance relative. Deuxièmement, le modèle de Hardy-Weinberg, c'est notre point zéro théorique, notre référence pour savoir si une population évolue. Troisièmement, les 2 grands moteurs de l'évolution sont la sélection naturelle, le tri par l'environnement, et la dérive génétique, le pur hasard. Quatrièmement, l'homme est devenu une force évolutive majeure, surtout via la fragmentation des habitats qui booste la dérive génétique. Et enfin, le point le plus important, la connaissance scientifique, ce n'est pas juste pour décrire les problèmes, c'est la base indispensable pour trouver les solutions, comme l'histoire du castor nous l'a montré. On termine donc sur cette question ouverte. La science nous donne les clés pour comprendre ce qui se passe et les outils pour agir. L'histoire du castor le prouve, le déclin n'est pas une fatalité. Le vrai défi, maintenant, il est collectif. Il s'agit de transformer cette connaissance en actions concrètes et à grande échelle. C'est sans doute l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle et c'est clairement un défi pour votre génération. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez jamais que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer.